On arrive donc au terme des délibérations qui vous ont été proposées dans le cadre de ce conseil municipal. On a encore d'autres points à aborder, notamment on a on a deux motions déposées par le Front de gauche. Je crois que ces motions n'ont pas été déposées sur les tables, à ma connaissance. C'est des motions qui sont très synthétiques. Monsieur Le Jamtel, je vous laisse le soin de lire la première. La deuxième a déjà été abordée, notamment au niveau du conseil de communauté urbaine hier. Pardon, je vous donne la parole. Je commence par la première. Comme vous voulez, moi je vous laisse le soin de... Ouais. Donc nous proposons cette motion. Le conseil municipal de Cherbourg exprime son désaccord avec la politique de réduction de 3 milliards des dépenses hospitalières. Cet objectif qui conduit à la suppression de 187 emplois au CHPC aboutit à une mise en danger d'autrui pour des raisons financières. Le conseil municipal exprime également son désaccord avec l'opération dite pilote de fermeture des SAU accueillant moins de 15 000 passages par an. Le conseil municipal de Cherbourg demande la réouverture des urgences de Valognes 24 heures sur 24. Okay. Bon, cette proposition de motion est synthétique et même un peu beaucoup synthétique par rapport à la complexité de la situation dans laquelle nous nous situons. Et fin de compte, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la situation de l'hôpital du CHPC, Centre hospitalier public du Cotentin. Et puis, il y a une deuxième problématique qui s'est posée avec acuité durant l'été notamment, concerne les urgences de Valognes. Personnellement, moi, la position que j'ai, je ne voterai pas cette motion qui est à mon avis trop simpliste et trop synthétique, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. D'abord, il faut reconnaître que c'est vrai, oui, l'hôpital de Cherbourg connaît des difficultés. Il connaît un déficit structurel de l'ordre de 35 millions d'euros. C'est un déficit cumulé sur lequel, je dois dire, il y a eu quand même des aides substantielles qui ont été apportées par l'État et durant l'été, d'ailleurs, une aide complémentaire de 4 millions d'euros est arrivée donc pour accompagner l'établissement dans cette situation financière extrêmement délicate. Et je tiens à souligner l'implication de Geneviève Gosselin-Fleury, qui pourra aussi s'exprimer sur ce sujet, qu'il connaît parfaitement, dans la mesure où elle est en lien constant avec les ministères, et notamment avec le ministère de la Santé. La situation financière dégradée de l'hôpital, elle ne s'explique pas par des baisses de dotation. La situation financière de l'hôpital, elle est du fait que l'hôpital, à l'heure actuelle, souffre de difficultés qui sont liées, bien évidemment, malheureusement, mais c'est comme ça, à une baisse d'activité, et la tarification à l'activité ne nous aide pas dans cette affaire, même si l'activité connaît en ce moment donc un léger, on pourrait dire, frémissement, mais il est encore trop tôt pour pouvoir en parler. D'autre part, c'est vrai, il y a aussi cette baisse d'activité, elle est due notamment à un taux de fuite qui est relativement élevé en ce qui concerne la chirurgie programmée, d'où la nécessité aussi d'être extrêmement prudent dans des déclarations publiques, parce qu'il ne s'agit pas de couper la branche sur laquelle on est assis et de discréditer le travail extraordinaire qui est fait par les équipes médicales et non médicales et l'ensemble des personnels justement au sein de cet établissement. Alors de tout cela, bien évidemment, il y a eu des analyses qui ont été faites et ces analyses, elles convergent sur la nécessité de s'orienter dans 4 directions. La première, c'est bien évidemment de redévelopper de l'activité en renforçant l'offre de soins. Et je ne vais pas m'étendre, c'est un sujet très long et très complexe, mais je citerai quand même la volonté, et c'est ce qui se met en place, de mettre en place des consultations externes avancées sur le site de Valognes qui positionnent bien, et ça permet de répondre aussi à votre question, monsieur Le Jamtel, la nécessaire complémentarité au sein d'un bassin de vie qui est le bassin de vie du Cotentin, sur lequel il y a une organisation une armature qui s'appuie certes sur l'agglomération, mais qui s'appuie sur de nombreux bourgs ruraux. Et ce caractère multipolaire du Cotentin, nous le retrouvons à l'intérieur même de notre agglomération. Donc, ce qui montre aussi qu'en termes de gouvernance, en termes de coordination de l'action publique, eh bien, il faut tenir compte de ces bourgs ruraux qui contribuent à vitaliser et à irriguer notre territoire. Donc, renforcer l'offre de soins, développer aussi sans doute de l'activité programmée. Il y a à travers des plateaux de soins,
développer aussi, ouvrir des services tels qu'ils ont été imaginés à un moment donné, je pense aux soins de suite et de réadaptation sur Valognes, les unités de soins palliatifs, l'hospitalisation à domicile, etc. Deuxième axe, c'est de développer les coopérations. Et on peut se féliciter d'ailleurs des coopérations qui se développent à l'heure actuelle avec le CHU, avec Baclès, et qui fait en sorte qu'il y a, je dirais, pas dire un engouement, mais qu'il y a un bon retour d'implication d'assistants spécialistes régionaux qui viennent ici exercer et peut-être, pourquoi pas, se motiver pour y faire leur carrière médicale au sein de nos établissements, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Coopération à développer, même si les choses restent complexes avec la polyclinique, mais surtout aussi, bien évidemment, avec la médecine libérale. Et puis, coopération, comme ça se fait, et c'est une très bonne nouvelle dans le domaine de l'imagerie médicale, puisqu'il va y avoir une unité qui va être implantée donc, sur Valognes, et là aussi, ce qui permet de renforcer, la volonté, c'est bien de renforcer le site de Valognes. Et puis, aussi la coopération bien avec tous les établissements publics, les EHPAD et toutes les institutions médico-sociales. Le troisième axe, c'est de redéfinir le périmètre de certaines activités, bien évidemment, sans dégrader la qualité de service qui est offert à la population. Et hier, nous inaugurions, et c'était un exemple, d'ailleurs un des premiers plateaux de soins intégrés, ce plateau mère-enfant. Et ça, c'est un exemple, c'est assez emblématique de ce que souhaite faire, de ce qui peut être fait au sein de notre hôpital public. Donc ces plateaux de soins, d'autres sont en préparation, neurologie, cardiologie, hépato-gastro-entérologie, etc., etc. Donc ces plateaux qui permettent à la fois de combiner de l'hospitalisation de moyenne durée, de semaines, et aussi, ce qui est important, de l'hospitalisation de jour. Le point suivant, il est peut-être plus délicat, mais il se fait dans un climat qui est apaisé, de concertation avec les partenaires sociaux. C'est l'augmentation de la performance interne, et ça, on l'a toujours dit, sans altérer les conditions de travail. Alors, c'est un peu complexe, mais ça s'est mis en place au niveau du bloc opératoire, puisque nous avions un bloc opératoire qui était surdimensionné par rapport à son besoin d'activité, puisqu'il est passé de 6 salles à 4 salles. Alors, je sais qu'il peut y avoir, comme ça, de façon ponctuelle, des difficultés, mais ça permet d'optimiser notre plateau technique, et puis en plus de dégager éventuellement des créneaux qui permettront des coopérations pour permettre à d'autres praticiens de venir exercer leur activité au sein de l'hôpital. L'augmentation de la performance, elle passe aussi par une optimisation du circuit du médicament, par aussi, mais comme dans toute administration et grosse administration, par tout ce qui concerne le circuit de la facturation et du recouvrement également de dépenses impayées. Donc voilà, il y a des chantiers qui, à l'heure actuelle, sont en cours. Je dirais qu'au même titre que ceux qui sont mis en œuvre par la commune nouvelle, ou ceux qui vont être mis en place au titre de la commune nouvelle, ces chantiers sont importants, mais ils supposent, et c'est le cas, la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit les acteurs internes à l'hôpital ou les acteurs externes. Ce que je peux vous dire, c'est que face aux difficultés, il y a une volonté forte de la part de l'État, et l'État nous accompagne, et Mme Gosselin-Fleury pourra le dire mieux que moi. Il y a une forte implication de la commission médicale d'établissement, dont je salue Henri Gervais, son président, ici présent dans la salle. Et puis, il y a une très forte mobilisation et une très forte volonté, c'est normal, de la part des personnels et des usagers. Donc moi, j'ai confiance sur cette démarche qui est en cours pour contribuer à renforcer l'attractivité. Chacun y prend ses responsabilités, et là, Frédéric Bastian pourra intervenir pour vous dire que la complémentarité d'action et l'unité d'action, la polarisation de tous dans le sens d'une volonté collective, eh bien, elle s'opère, et que nous, à Cherbourg-Octeville, nous prenons nos responsabilités, et on ne peut que s'en féliciter. Autre point, je dirais, sur les urgences de Valognes, il faut être extrêmement prudent sur ce sujet. Moi, je constate une chose, je l'ai déjà dit publiquement hier, hier, et je vais le répéter, il ne faut surtout pas opposer urbain et rural. Nous avons la volonté de créer le Grand Cotentin,
Et ce Grand Cotentin, eh bien, c'est bien la complémentarité urbain-rural que nous souhaitons développer, et pour vous dire combien l'hôpital de Valognes a un rôle important en tant que base avancée du Cotentin pour augmenter la patientèle et renforcer l'attractivité globale de l'offre de soins du Cotentin. Alors il y a certes un problème de démographie médicale, je dirais 2 mots aussi tout à l'heure, donc ne pas opposer l'urbain et le rural, et puis surtout ne pas opposer médecine publique et médecine privée, ne pas opposer médecine de ville et d'une certaine façon hospitalisation publique. Il y a là aussi des complémentarités à organiser. Et puis éviter les confusions. Quand je dis éviter les confusions, là je vais être peut-être un peu provoquant de ma part, et vous m'en excuserez, mais il y a des gens qui confondent ce qui est de l'urgence vitale et de ce qui est de la permanence de soins ambulatoires. Il ne suffit pas d'avoir au fronton de son établissement le mot urgence pour que automatiquement s'imaginer derrière qu'il y aura le plateau technique nécessaire qui permettra de traiter les cas les plus vitaux et les plus difficiles, qu'il y aura le spécialiste immédiatement mobilisable qui pourra intervenir au-delà du premier recours, mais bien en deuxième intervention parce que ça le nécessite. Donc soyons prudents. Par contre, c'est vrai qu'il y a des problématiques de permanence de soins, donc il faut de façon raisonnée, globale, pouvoir mobiliser tout le monde, tous les acteurs. Et moi, je me félicite de la mobilisation à l'heure actuelle qui s'opère autour de cette situation sur Valognes, de façon à trouver ensemble des solutions publiques, privées, de façon à avoir la meilleure réponse possible et adaptée par rapport à la population. Moi, la priorité telle qu'elle me semble se dessiner, et ça a été fait avec les moyens de l'État, avec l'appui de l'État notamment, sur le service mobile d'urgence et de réanimation, donc la deuxième ligne de SMUR, qui, elle, a un rôle déterminant et un rôle fondamental. Donc la priorité a été mise sur le SMUR, on ne peut que s'en féliciter. Pour compléter l'offre de soins, eh bien, c'est à travers une mobilisation des uns et des autres, et sans jeter la pierre, sans caricaturer les positions, et en essayant de façon, comme nous l'avons fait sur la commune nouvelle, de façon certes passionnée mais raisonnée, trouver donc les meilleures solutions pour le bien-être de nos populations. Je laisse la parole à Madame Gosselin-Fleury. Puis après, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Pardon ? Voilà, c'est bon. Je voudrais répondre à 2 points. Le premier, rapidement, parce que Monsieur le maire l'a déjà fait, sur les moyens alloués au centre hospitalier du Cotentin. Je voudrais rappeler qu'en 2014, en plus de sa dotation annuelle, c'est une aide exceptionnelle de 11 millions qui ont été versés par le ministère pour aider l'hôpital dans sa difficulté financière. Et actuellement, déjà en 2015, ce sont à nouveau 4 millions qui ont été versés pour faire face aux difficultés financières du CHPC. Moi, je voudrais revenir sur les difficultés qu'il y a sur le SMUR et les urgences, et commencer par les causes des difficultés qu'on a rencontrées. C'est une difficulté qui est liée à la pénurie de médecins urgentistes en France, en Basse-Normandie, pour pouvoir faire fonctionner tous les services d'urgence qui sont en Basse-Normandie. Il manque actuellement au moins 80 médecins urgentistes. Les urgences ici sur le centre hospitalier Pasteur, à la fois à Cherbourg et à Valognes, ont fonctionné au cours des dernières années grâce au recours à l'intérim. Or, comme vous le savez, à la fois les médecins urgentistes l'été ont besoin de prendre des vacances parce qu'ils ont un rythme de travail difficile, et il se trouve que les intérimaires prennent aussi des vacances en été. Donc la difficulté, elle a été d'avoir suffisamment de médecins urgentistes pour faire fonctionner 2 services d'urgence et un SMUR. Et la décision qui a été prise, ça a été de choisir de faire fonctionner et de réouvrir en priorité le SMUR, parce que le SMUR, c'est une prise en charge dès le domicile par un médecin, c'est une prise en charge médicalisée dès le domicile, et un transfert pour les cas les plus graves sur le centre hospitalier Pasteur, là où il y a effectivement une réanimation, des cardiologues, des neurologues et toutes les spécialités nécessaires. Alors la difficulté aujourd'hui, elle est effectivement sur la permanence de soins sur Valognes, de jour comme de nuit. Je voulais dire que un certain nombre d'acteurs médicaux, que ce soit Henri Gervais qui est là, mais que ce soit aussi, je laisserai la parole tout à l'heure à
Frédéric Bastian, du service, des médecins libéraux, sur tout le Cotentin, se mobilisent. On est en train, dans la discrétion, de travailler ensemble avec l'aide de l'ARS et du ministère pour essayer de trouver des solutions qui permettraient d'apporter une permanence de soins sur Valognes. Moi, je voulais saluer le travail d'abord des médecins, à la fois des médecins urgentistes, mais aussi des médecins du CHPC qui se sont mobilisés pour pouvoir à la fois faire fonctionner les urgences, mais surtout réouvrir le SMUR. Il faut savoir que pour eux, à la date d'aujourd'hui, c'est très difficile et que certains sont sont très fatigués. Je voulais aussi saluer toute la mobilisation qu'il y a eu aussi au niveau de l'ARS pour trouver les intérimaires qui ont permis de réouvrir le SMUR. Il a fallu appeler plusieurs fois par jour toutes les agences d'intérim pour à la fois trouver les intérimaires, mais si le SMUR a réouvert, c'est aussi grâce à la mobilisation de médecins du CHPC à Cherbourg qui sont aussi disponibles, qui se sont rendus disponibles pour suppléer leurs collègues. Enfin, je voudrais dire que, comme Monsieur le maire, vous le disiez, il faut faire très attention sur le risque qu'on peut faire peser sur les urgences de Valognes. Vous savez qu'il y a eu un référé au tribunal administratif. Le référé, si jamais la décision du tribunal était une mise en demeure du directeur du CHPC d'ouvrir à nouveau les urgences de Valognes, et s'il n'en avait pas les moyens, le risque serait que l'ARS soit obligée de prononcer une fermeture administrative. Enfin, je voudrais aussi signaler tout le travail qui a été fait autour de Frédéric Bastian sur la mobilisation d'un certain nombre de collectivités locales autour de Frédéric pour mener des actions auprès des internes, mais aussi des étudiants en médecine, pour présenter la région, pour mener des actions d'attractivité auprès de ces futurs médecins, pour espérer leur donner envie de venir s'installer sur la région. Et je pense qu'il serait une bonne chose que la ville de Valognes et la communauté de communes de Valognes puissent rejoindre ces collectivités qui travaillent avec Frédéric pour l'attractivité de ce territoire auprès des médecins. Merci Madame la députée. Je donne la parole à Frédéric Bastian et puis ensuite donc à Madame Joly, je crois qu'elle avait demandé la parole, et puis à Madame Lemonnier après. Merci Monsieur le maire. Je pense que le sujet qu'on évoque est un sujet difficile, difficile sous son aspect humain et sous son aspect organisationnel, et qui doit nous inviter à une réflexion approfondie en dehors de toute passion qu'on peut comprendre, mais dont il faut se méfier, parce que je pense qu'en tant qu'élu, on se doit de prendre la hauteur nécessaire et suffisante pour aborder ces sujets qui sont difficiles pour la population, et on se doit de faire beaucoup de pédagogie auprès de la population sur ces questions-là. Moi, je voudrais tout d'abord saluer très clairement la présence d'Henri Gervais, président de la CME, ce soir à ce conseil municipal, et saluer à travers lui non seulement, et on le constate, la mobilisation permanente de la communauté médicale de l'établissement du centre hospitalier public du Cotentin, et à travers aussi sa présence, saluer l'ensemble des médecins urgentistes qui, tous les jours, sont dans des situations difficiles au service d'urgence du centre hospitalier public du Cotentin. Ensuite, je voudrais aussi dire, parce qu'il y a beaucoup de choses ont été dites sur cette question-là, ce que je voudrais dire, et c'est sous le contrôle d'Henri Gervais que je le dis aussi, je pense que la décision, et je le dis en vraiment toute sincérité, la décision courageuse de procéder à la fermeture du service des urgences et du SMUR sur la période à laquelle a été fait, très clairement a eu forcément l'assentiment de la communauté médicale. Et ce regard d'éléments probants, et non pas, c'est pas l'administration qui peut fixer sans l'accord de la communauté médicale la fermeture d'un service de ce type.
Et ça, je crois qu'il faut rétablir de ce point de vue-là les choses. Moi, je persiste à dire, et je le redis, que ça a été une décision courageuse qui a été prise à ce moment-là, parce qu'il était probable que l'on faisait courir des risques de prise en charge à la population s'il en avait été autrement. Donc ça, je crois que c'est important de le dire. Je voudrais aussi très, très clairement saluer les personnels des services des urgences qui, de jour comme de nuit, travaillent dans des conditions difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un point sur lequel je suis vraiment et sur lequel j'adhère, c'est qu'il faut probablement ne pas fixer de cadre d'exercice pour les agents du service public hospitalier au nom d'une logique comptable. Et ça, je suis complètement d'accord avec cette approche-là. Et je crois qu'effectivement, notre rôle, c'est aussi de dire que cette logique comptable, si tant est qu'elle puisse être quelquefois mise en avant, ne doit pas présider à la prise en charge des patients qui se présentent au service des urgences. De même que je crois qu'on doit avoir aussi une attention toute particulière sur la manière dont on accueille les patients dans les services d'urgence, sur la géographie des services d'urgence. La demande de soins a explosé en moins de 10 ans. On est passé de 20 millions de demandes de consultation à 40 millions de demandes de consultation sur notre territoire, dans un contexte démographique compliqué, que ce soit pour la médecine libérale, que ce soit pour la médecine hospitalière, et qui tendent aujourd'hui vraiment à avoir un mode d'exercice pour nos collègues, quel qu'il soit, difficile. Et ça, on doit le prendre en compte. Aujourd'hui aussi, la population, et c'est normal, souhaite être prise en charge de manière cohérente et surtout adaptée à sa situation. Or, je le dis et je l'affirme, je pense qu'aujourd'hui, mettre sur le fronton d'un établissement public service d'urgence, alors que derrière, nous n'avons pas de service de réanimation, que nous n'avons pas de cardiologues disponibles, que nous n'avons pas de gynécologues disponibles, que nous n'avons pas de neurologues immédiatement disponibles, me paraît dangereux pour la prise en charge de la population. Je voudrais juste donner 3 exemples, pas plus, parce que c'est souvent les exemples qui parlent. Je pense qu'aujourd'hui, une jeune femme qui habite sur le territoire de Valognes, qui est en âge de procréer, qui se plaint d'une violente douleur abdominale et qui se présente aux urgences de Valognes, si cette patiente est porteuse d'une grossesse extra-utérine, très clairement, elle a une perte de chance. Si un patient qui a une douleur thoracique dans la poitrine se présente spontanément aux urgences de Valognes et que c'est un infarctus du myocarde, son délai de prise en charge est retardé. Si un patient qui se plaint de céphalée se présente aux urgences de Valognes dans le contexte actuel d'un manque de prise en charge après le service des urgences, très clairement, si c'est un accident vasculaire cérébral, là aussi il y a une perte de temps puisque l'unité de prise en charge vasculaire rapide se situe au centre hospitalier public de Cotentin à Pasteur. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on met derrière le mot service d'urgence et il faut, je crois, en mesurer les conséquences qu'il peut y avoir pour la population. Je crois que la décision qui a été prise par l'ARS, soutenue par les élus, qui est soutenue bien évidemment par la communauté médicale du centre hospitalier public du Cotentin, qui a demandé la réouverture du SMUR, et la bonne décision dans le contexte actuel, puisque les urgences vitales sont prises en charge dans un délai court et dans des conditions optimales, puisqu'elles permettent le rapatriement des patients lourds dans le cadre d'une urgence vitale sur le centre hospitalier public du Cotentin, où nous avons une unité de déchocage, des chirurgiens présents 24 heures sur 24, des anesthésistes présents 24 heures sur 24, des cardiologues présents 24 heures sur 24 et des gynécologues obstétriciens présents 24 heures sur 24. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on doit se préoccuper, c'est comment assurer sur le territoire de Valognes, et sur d'autres territoires d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le territoire de Valognes, sur d'autres territoires, la réponse à la demande de soins non programmés. C'est le vrai sujet qui doit aujourd'hui préoccuper l'ensemble des élus que nous sommes, et en lien avec, comme l'indiquait Monsieur le maire et comme l'indiquait Madame la députée, en lien avec les forces vives médicales du territoire, pour essayer de trouver une réponse à cette demande de prise en charge, une demande légitime de la population, une demande de prise en charge de la demande de soins non programmés. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais indiquer, et puis dire que je ne voterai pas non plus en faveur de cette motion pour les raisons que j'ai exprimées, et puis rappeler aussi que on a vu beaucoup de prises de position, de prises de parole qui peuvent être
malheureusement délétère quand j'entends dire qu'il est regrettable que notre pays soit obligé d'aller chercher des médecins étrangers pour venir remplir une mission de service public dans notre pays. Ben, moi, je suis désolé, mais je m'enorgueillis que des médecins étrangers acceptent et viennent à nos côtés pour prendre en charge notre population. Et je m'enorgueillis aussi que si, dans le cadre de l'accueil de familles syriennes, s'il y avait des médecins qui arrivaient sur notre territoire, je pense que ça serait tout à notre honneur que de les accueillir avec fraternité et puis surtout pour la participation au service public qu'ils pourraient donner sur notre territoire. Quand j'entends aussi, puis ce sera mon dernier mot, un élu local qui dit que parce qu'à Valognes, on a un terminal qui reçoit des déchets radioactifs et que pour ça, il faut un service d'urgence, je dis attention. La prise en charge dans le cas d'un accident nucléaire est quelque chose de très complexe et à ma connaissance, le service d'urgence de Valognes n'a jamais été identifié comme pouvant accueillir des personnes contaminées dans le cadre d'un accident nucléaire. Donc je crois qu'il faut faire attention à tous ces propos qui peuvent générer une certaine peur dans la population. Moi, dont je me félicite, c'est que le centre hospitalier public du Cotentin a un plateau technique de grande qualité, avec des praticiens de grande qualité, qui se mobilisent pour que le service des urgences puisse fonctionner correctement, et que nous appartient à nous tous, élus, avec l'ensemble des forces vives médicales, de comment répondre à la demande de soins non programmés sur un territoire donné. Merci. Merci Frédéric. Tu n'as pas parlé de ce que nous faisons de ce que tu fais au niveau municipal, mais on aura l'occasion d'y revenir, et notamment Geneviève Gosselin-Fleury y a fait allusion tout à l'heure sur cette opération de séduction, d'une certaine façon, du Cotentin auprès de jeunes internes avec une soixantaine, je crois. Je vais en dire un mot. Allez, il en dit un mot. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que le syndicat des jeunes médecins généralistes a titré sur son site internet et sur ses documents de communication de manière très claire, en grand titre, après cette manifestation qu'on avait organisée fin juin, le Cherbourg-Octeville, un Eldorado pour les internes. Donc ça veut dire très clairement que ces internes qui sont en formation sont sensibles à la qualité de l'accueil, à la mobilisation des collectivités, et j'espère, comme l'a rappelé Madame la députée, que la communauté, que le territoire de Valognes rejoigne aussi notre démarche d'attractivité du territoire, parce que malheureusement, ils ne sont pas encore présents dans cette démarche-là, mais je pense qu'ils vont rejoindre cette démarche, et je m'en félicite. Quand 80 internes viennent passer un week-end ici, et puis que leur syndicat titre que c'est un Eldorado pour les internes, je pense que collectivement, on ne peut que se féliciter de ça, parce que ces internes qui sont en cours d'études commencent, et on peut imaginer qu'en fin d'études, ils puissent être de nouveau séduits par notre Cotentin, d'autant que ça permet de faire venir de nouveaux internes. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui s'inscrit. Alors effectivement, on n'aura pas les résultats tout de suite, mais je pense qu'on les aura à 5 ans, à 4 ou 5 ans, on aura ces résultats-là. Et le seuil démographique catastrophique pour notre territoire, il est dans 5 ans. Donc mobilisons-nous plutôt pour rendre notre territoire attractif. Voilà. Et les internes en question ne venaient pas exclusivement de notre région, ils venaient bien d'autres régions de France. Madame Joly. Pardon. Je veux juste compléter des propos, Monsieur le maire. Pour reprendre, vous aviez parlé de ne pas opposer l'hôpital public et l'hôpital privé. J'ajouterais aussi qu'il ne faut pas opposer patients riches et patients pauvres. Que nous ne sommes pas tous égaux face... Non, mais je complète. Que nous ne sommes pas tous égaux face aux soins et que la santé n'est pas une marchandise. Pour finir, Monsieur Bastien, pour l'accueil des réfugiés, qu'ils soient médecins ou autres, il n'y a aucun souci. Après, il faut se poser aussi la question de ce qui se passe dans leur pays s'ils n'ont plus de médecins.
Tout à fait. On est complètement d'accord là-dessus. On n'a pas, moi, j'ai pas parlé des réfugiés ce soir. Moi, je serai à l'invitation du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, samedi prochain. On se coordonne pour apporter une réponse. On aura l'occasion de communiquer. Mais je pense qu'il ne faut pas faire non plus de surcommunication sur ce sujet. Madame Lemonnier, pardon. Et puis après, Monsieur Le Gemtel. Et puis on mettra aux voix. Oui, merci. Donc, je voudrais revenir à la motion qui était proposée au vote. Et je voudrais parler au nom des élus écologistes. Donc, même si les termes de cette motion ne sont pas forcément ceux que nous aurions choisis, nous allons voter pour cette motion. En effet, nous pensons que les plans sociaux itératifs du CHPC, année après année, accumulent un nombre de pertes d'emplois très lourds, souvent transformés en emplois précaires d'ailleurs, et contribuent à la poursuite de la dégradation du fonctionnement de l'hôpital. En ce qui concerne les services d'urgence de 15 000 passages par an, donc si on fait des petits calculs, les urgentistes estiment qu'effectivement c'est loin d'être une utilisation ridicule d'un service des urgences quand on ramène ça à des nombres de patients par heure. Et la fermeture du service des urgences de Valognes a effectivement montré qu'au service d'urgence de Cherbourg, on a fait des pointes jusqu'à 170 passages par jour, avec pour conséquence une organisation entre guillemets industrielle de la prise en charge des patients. Même si, comme M. Bastien l'a dit, on note l'efficacité des équipes et des équipes de la communauté médicale pour assurer le service rendu à la population. Ensuite, en ce qui concerne la fuite des médecins, on peut peut-être se poser la question si ce n'est justement pas ces augmentations de la taille des structures qui rendent leurs conditions de travail plus difficiles et qui font que justement ils se retournent vers d'autres structures plus petites. Voilà, c'est pour ces raisons que nous voterons pour cette motion. Monsieur Le Gemtel, et puis après, je crois que c'est Monsieur Sauter qui a demandé la parole. Moi, je remarque que par rapport à cette motion, certaines formules peuvent être maladroites. Je veux bien le concéder. Elle est synthétique, comme vous l'avez dit. Je remarque que sur le fait qu'il y ait une opération pilote de fermeture des SAU qui accueillent moins de 15 000 passages par an, ça n'a pas été remis en question. Bien. Par rapport à ce sujet, vous avez fait... je pense qu'il faut se mettre dans une démarche de questionnement. Hein. C'est la démarche dans laquelle on se place. Hein. La campagne de 2014, la problématique du centre de santé municipal, comme on l'a développé, s'est développée sur le lien entre la médecine de ville et l'hôpital public, notamment, c'est-à-dire le parcours des soins. Sur le parcours des soins, il est évident que parmi les personnes qui vont aux urgences, il y a un lien direct avec la difficulté qu'elles peuvent rencontrer à trouver un rendez-vous rapide dans la médecine chez les médecins généralistes. Et c'est ce qui a conduit certaines urgences même, notamment dans l'Eure, j'ai oublié le nom exact de ce service d'urgence, de proposer effectivement des consultations de généralistes dans les services d'urgence. Il y a des nuances, mais c'est normal que sur ce sujet-là, il y ait des nuances entre vous, entre les trois personnes qui sont intervenues, M. Bastien, Mme Gosselin-Fleury et M. Houllegatte. Monsieur Houllegatte, vous avez repéré qu'il y a eu un souci, puisque vous êtes allé à la manifestation avec votre écharpe tricolore de Valognes. Tout à fait. Bon, Mme Gosselin-Fleury, vous n'évoquez pas les plus de 2000 personnes qui sont mobilisées, qui sont des citoyens, et qui, d'une certaine manière, ne se mobilisent pas par rapport à une... comment dire, enfin, il n'y a pas de... C'est une mobilisation qui n'est pas politique, hein, c'est une mobilisation sur un sujet concret. Enfin, il n'y a pas une organisation politique qui est capable aujourd'hui de mettre 2000 personnes dans la rue, surtout sur ce sujet. Donc là, il y a une... Quand monsieur Bastien, vous évoquez le fait qu'il y a un paradoxe à marquer service d'urgence au fronton de Valognes, d'une certaine manière, vous posez la question du fait que
Cette appellation service d'urgence à Valognes pourrait créer plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions dans l'état actuel des choses. C'était l'article aussi de M. Gervais de la CME. Mais dans cet article de M. Gervais, il met, ce sont les arguments que vous avez développés là, sur les... Moi, je ne suis pas spécialiste de la santé. J'ai simplement, enfin, vous le savez, ce n'est pas une surprise, mais j'ai réfléchi sur ce sujet-là, sur le plan de l'offre de soins, comment est-elle répartie sur le territoire, et à partir de ça, on pose un certain nombre de questions en tant qu'élu politique. Donc, évidemment que les urgences vitales sont mieux traitées à Cherbourg qu'à Valognes, au sens où les plateformes ou les dispositifs dont vous avez rappelé, c'est-à-dire vous avez pris des cas dans lesquels, effectivement, à la limite, c'était ce qui était marqué dans l'article de M. Gervais, le passage à Valognes peut être une perte de temps, quoi. Mais c'est laisser de côté la problématique qui est celle que beaucoup de citoyens ont un recours aux urgences qui est la conséquence d'un déficit des premiers soins ambulatoires. Et ce point-là doit lui aussi être traité. C'est la raison pour laquelle il y a eu aussi une telle émotion sur la fermeture des urgences. Les services des pompiers ont expliqué dans quelle situation ça les plaçait. Le SMUR a été réouvert. On est quand même dans un échec de l'organisation des soins, et notamment des soins de la médecine de ville. Quand je dis dans un échec, c'est dans un échec sur une longue durée. Parce que la liberté d'installation, moi, c'est quelque chose qui m'échappe un peu, parce que les études des médecins sont payées par l'État, par les impôts des citoyens. Pourquoi il n'y aurait pas, pour les médecins qui s'installent, une période de quelques années pendant laquelle il pourrait y avoir de la régulation sur la démographie, enfin, sur la manière dont ces médecins s'installent? Alors, l'Eldorado pour les internes, oui, la formule est appréciable, mais certes, mais d'une certaine manière, on est effectivement dans un service rendu, dans un service public. Quand on est dans la médecine libérale, c'est le paradoxe, c'est-à-dire c'est effectivement un mixte entre une prise en charge par l'assurance maladie et une liberté d'exercice et d'installation. Là, il y a manifestement un système qui est un petit peu arrivé à terme, parce que nous ne parvenons plus à un aménagement, nous ne parvenons plus à proposer une offre de soins qui satisfasse tous les territoires, du rural à l'urbain, en passant par le périurbain. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette question du centre de santé. On ne peut pas... Alors, je veux bien reconnaître que dans la motion, le lien direct qui est établi entre la suppression des 187 emplois et la mise en danger d'autrui est abrupt, et peut-être que ce lien de cause à effet est assez schématique et réducteur. En revanche, le fait de traiter la santé comme une marchandise, le fait de programmer des milliards d'économies dans les hôpitaux est quand même un problème. C'est-à-dire que parce qu'on ne peut pas rendre hommage aux médecins urgentistes, et M. Pelou, qui en est un, je crois, a exprimé lui aussi dans la presse ce qu'il pensait de ce sujet. C'est-à-dire que naturellement, la façon dont les négociations ne se sont pas menées depuis des années sur les conditions d'exercice des médecins urgentistes fait partie de ce débat. Évidemment, personne ne va dire que c'est un métier qui est facile et que c'est une faillite des médecins urgentistes quand des services d'urgence ferment. Naturellement, ce ne sont pas eux qui sont mis en cause. Néanmoins, lorsque une décision de cet ordre est prise, on peut quand même redérouler un peu le film et se demander comment se fait-il qu'en amont, les choses n'ont pas été faites en temps, y compris dans le cadre d'un déficit de 80 médecins urgentistes en Basse-Normandie. Comment on en arrive à la situation qui conduit justement à prendre cette décision qui est rationnelle lorsque vous la développez, mais qui est totalement incompréhensible pour ceux qui la vivent, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les communes. Franchement, qu'il y ait pu avoir autant de maires qui signent un courrier qu'ils ont adressé, j'ai oublié à qui exactement, mais sans doute à la ministre de la Santé, probablement, par rapport ou à l'ARS aussi, ça veut quand même dire que là, il y a quand même eu des dysfonctionnements
qui ne sont pas simplement le fruit d'une malchance ou, comment dire, le fait que les... Non, là, il y a eu un vrai dysfonctionnement, ça n'a pas été pris suffisamment tôt, ça n'a pas été suffisamment anticipé, et on arrive à cette situation. Bah, si ça avait été anticipé, on n'arriverait pas à ça. Je me rappelle de monsieur... Oui, d'autres... Bah, vous êtes au... Oui, mais vous êtes aux affaires depuis 3 ans, vous avez relevé le numerus clausus. Dans quelle proportion? Bon, non, je continue. C'est un sujet... voilà, bah bon, oui, mais enfin, vous avez quand même... Là, non, vous avez... mais... On pourrait débattre toute la soirée. Vous avez fait je pense qu'à un moment donné, je termine. moi, je me réjouis. Non, mais justement, je me réjouis de la qualité des échanges. Hein, on aurait pris un peu de temps, on aurait peut-être pu rédiger une motion commune qui fasse l'unanimité de tout le monde et ainsi de suite. Voilà, je termine. Il y aura d'autres éléments. Je termine mon propos. Je pense qu'il y aura d'autres services d'urgence qui fermeront. L'expression de la CME rappelle une expression qui avait été celle de Claude Évin à une époque dans la région parisienne par rapport justement à des fermetures d'urgence. Et le fait de dire il fallait choisir, c'est-à-dire vous ne pensiez pas que le service d'urgence de Cherbourg allait être mis en péril parce qu'on allait maintenir le service de Valognes et que ça allait créer un déséquilibre. C'est un argument qui avait été lui aussi utilisé en son temps par M. Claude Évin lorsque des services d'urgence avaient pu fermer dans la région parisienne. Donc, il y a une rationalité dans les arguments de M. Gervaise, mais dans cette rationalité, bien sûr, je ne vais pas dire qu'il est irrationnel quand il se prend position. Ceci dit, il y a tout un tas de problèmes en amont qui ont conduit à ça, la démographie médicale, la façon dont l'État, vis-à-vis des cohortes de médecins qui sont formés, gère l'organisation sur le territoire, et aussi, effectivement, en amont, la façon dont on fait fonctionner, y compris le recours à l'intérim. Et puisque vous dites qu'une motion commune aurait pu être rédigée, moi je vous propose une chose très simple, on enlève toute la première partie de la motion et on garde le conseil municipal. On va pas faire une suspension de séance. Le conseil municipal de Cherbourg demande la réouverture des urgences de Valognes 24 heures sur 24. C'est un objectif simple. Oui, mais voilà. Donc voilà. Oui, mais bon. Monsieur Sauter, et puis après, soit on reporte, si vous retirez votre motion et qu'on essaie de travailler dans le temps qui nous sépare du prochain conseil sur une motion commune, ou soit on la vote, ce sera à votre discrétion. Monsieur Sauter. Pardon, je vous donne la parole rapidement. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Je vais être très court, je vous le promets. Je voulais juste prendre la parole, non pas pour redonner des arguments supplémentaires, puisqu'il y en a eu beaucoup d'avancées et de très bons d'ailleurs, juste rappeler la position du Cercle du Cotentin, de notre groupe, de soutien total aux médecins, au personnel, mais également aux élus qui font du bon travail, qui travaillent tous sur le dossier concrètement, quelles qu'en soient les sensibilités. Et si nous allons nous abstenir sur cette motion, ce n'est pas parce qu'on ne partage pas l'avis du Front de gauche sur cette question, puisque oui, nous voulons tous la réouverture de l'hôpital, mais je pense que la question va bien au-delà et on ne peut pas la réduire en 4 lignes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes depuis 1 heure sur le sujet. Bon, voilà. Et sur la forme, la raison aussi pour laquelle nous allons nous abstenir, c'est que nous aurions aimé avoir cette motion, puisque je suis assez surpris de voir que nombreux élus discutent avec un texte sous les yeux de cette motion et que nous, on n'en a pas eu vent. Donc bon, peut-être que c'est... Je l'ai pas eu non plus. Ok. Il y a eu des préparations de certains. Je pense que, bon, en tout cas, on savait que cette motion allait être diffusée, mais bon, c'est pas ça le problème. Moi, je pense que oui, pour le coup, on pourrait réfléchir et on aurait aimé, nous, notre groupe, lors de la préparation du Conseil, réfléchir collectivement à cette question et pouvoir enrichir cette motion et pourquoi pas en faire une motion commune. Je pense qu'on en sortirait grandi. Voilà. Méthode, oui. Parce qu'un point de méthode, cette motion, elle a été soumise il y a une dizaine de jours par courriel. Donc, voilà, enfin, le groupe... Non, mais là, il y a quand même... Enfin, bon. Je termine. Hein. Cette motion, elle a été soumise il y a une dizaine de jours au groupe socialiste et au groupe d'Europe Écologie Les Verts. Vous apportez... Non, mais... Bah oui, on est une organisation de gauche. Dans un premier temps, on essaye de fédérer à gauche. Enfin, c'est... Non, mais... Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais non. Cette motion-là,
On l'a présentée dans un premier temps au groupe socialiste et au groupe d'Europe Écologie Les Verts. Nous n'avons pas eu la réponse en amont, nous ne vous l'avons pas soumise. Mais en revanche, qu'elle ne soit pas sur table, ce n'est pas notre fait. Ça devrait être sur table. Normalement, elle aurait dû être sur table. Non, mais c'est un point de méthode, c'est tout. C'est-à-dire que oui, ça a été un choix politique de d'abord la soumettre pour qu'elle puisse être présentée ensuite à votre groupe. Mais là, comme il n'y a pas de consensus sur cette motion-là, on n'allait pas... Non, mais vous pouvez quand même comprendre qu'on n'allait pas faire simplement une motion présentée par le groupe du Cercle du Cotentin et du Front de Gauche. Enfin, non, ça, c'est quand même... Enfin, non, mais c'est tout, voilà. Bon, ok. Donc, M. Le Gemtel, vous souhaitez que l'on vote ou qu'on le reporte? Que la dernière phrase. Non, mais c'est pas acceptable. Bon, ok, je me vote, c'est tout. Non, le sujet, le sujet est plus complexe que cela. Ah bon? Donc moi, ce que je propose... Transformer, M. Le Gentil, moi j'ai une proposition à faire. Plutôt que service des urgences, mettez plutôt que l'on souhaite qu'il y ait une réponse adaptée à la demande de soins non programmés. Oui, moi je suis tout à fait favorable à cette présentation-là. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que, et moi je vous en fais la proposition à l'ensemble des groupes, que l'on puisse se réunir à un représentant pour discuter de cette question-là, je suis tout à fait favorable à ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Je crois que les mots ont leur importance et ce qu'il y a derrière les mots sont encore plus importants, surtout quand il s'agit de la prise en charge de la santé de nos concitoyens. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, je crois, être présent. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Le Gemtel, dans votre propos, pour le coup, je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus. La question fondamentale qui se pose, c'est la réponse à la demande de soins non programmés. Parmi cette demande de soins non programmés, il y a des urgences vitales, il y a des urgences et il y a de la permanence de soins. C'est ça l'arrêté. Comment qu'on organise cette réponse à la prise en charge de la demande de soins non programmés. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ça, je pense qu'effectivement, nous les élus, on doit réfléchir et puis donner éventuellement des indications ou des sollicitations ou des vœux aux services concernés. Ok. Monsieur Le Gemtel, pardon. Et puis on tranche. Pour conclure, il y a plus de 13 000 pétitions de citoyens qui demandent la réouverture des urgences de Valogne. Bon, oui, d'une certaine manière, nous nous plaçons dans cette demande, indépendamment des argumentations que vous apportez. Il y a une volonté qu'il y ait un service d'urgence à Valogne, parce que c'est quelque chose qui est une réponse, même si elle est imparfaite. Et donc, nous maintenons notre motion. Bon, ok. Donc, vous maintenez votre motion. Donc, je la soumets au vote, à moins qu'il y ait une... Voilà. Donc, qui, pour cette motion, donc, qui vote pour cette motion? Qui s'abstient? Ok. Il y en a une deuxième motion. Je vous laisse la lire, mais elle a été abordée hier en Conseil de communauté urbaine. Donc, non, même traitement. Elle n'est pas sur table non plus. Non. Qui vote pour? Bon. On recommence. Bon, vous voulez qu'on revote? Bon, alors, excusez-moi. Bon, on va faire les trois votes. Donc, qui vote pour cette motion? Donc, 7, 10. Qui s'abstient? Voilà. Qui vote 11. Qui vote contre? Voilà, alors ça fait combien? Faites le tag. Voilà, c'est tout. Donc la motion est rejetée. Qui? Elle a voté contre? Oui. Bon, la deuxième motion, c'est par rapport à la baisse de dotation. Voilà. 11 abstentions et 17 contre, c'est bien ça? Ouais. Voilà, merci. La deuxième motion, alors vous parliez de l'Association des maires de France dans votre propos de départ sur la commune nouvelle. Nous aussi, nous allons nous référer à l'Association des maires de France par rapport à cette motion pour demander l'annulation du programme de réduction des dotations aux collectivités locales.
L'Association des maires de France, qui propose une journée d'action solidaire des maires le 19 septembre, considère que les conséquences de la diète forcée risquent d'aboutir à ce que de 1500 à 3000 communes soient mises sous tutelle d'ici à la fin de l'année, ce qui est quand même un chiffre considérable. Comme l'Association des maires de France est censée, quand elle parle de la commune nouvelle, eh bien, elle doit être censée aussi quand elle fait des projections chiffrées. Cette Association des maires de France rappelle que 9,5% de la totalité des dettes est à mettre à l'actif ou au passif des collectivités, mais que ces collectivités, on leur demande 25% des efforts. Il y a donc une forme d'injustice, et c'est vécu comme tel, parce que quand il y a des charges de fonctionnement qui augmentent pour ces collectivités, de l'ordre de 4% pour cette hausse, 3,5% de cette augmentation résulte d'une décision de l'État. Donc la demande de l'AMF, c'est de pouvoir continuer à ce que l'administration des collectivités se fasse librement et non sous des contraintes qui deviennent impossibles à tenir. Alors là encore, pour ne pas tomber dans la sémantique, si le terme d'annulation est trop brutal, on peut parler de gel, voilà, mais c'est un peu le sens de notre motion. On en a débattu hier. Moi, je vote contre cette motion. C'est pareil. Bon, si vous aviez proposé une motion sur laquelle vous demandiez à ce qu'il y ait notamment, je prends l'exemple, un fonds d'investissement pour les collectivités locales qui soit créé, ça m'aurait semblé opportun. Moi, ma position, elle est très claire. Je ne trouve pas illogique, dans un contexte extrêmement difficile, dans un contexte budgétaire, que les collectivités locales et territoriales puissent contribuer aux efforts budgétaires qui sont nécessaires pour tout le monde. Et c'est bien une question fondamentale. Si nous n'arrivons pas à résorber nos déficits budgétaires au niveau national, nous risquons d'avoir de graves difficultés, y compris dans tous les domaines, par rapport à notre système de protection sociale, par rapport à ce qui fait notre spécificité et notre identité. Il y a un risque dans tout cela. Il y a un risque, les collectivités, les maires, présidents et d'intercommunalités ou de conseils départementaux ou de conseils régionaux, il y a un risque, c'est que l'investissement se réduise. Ça n'a pas été le cas à Cherbourg-Octeville, on l'a vu lors de notre examen du compte administratif et lors de notre préparation du budget, mais il y a un risque et que cette variable d'ajustement, ce soit l'investissement. Donc moi, je milite, c'est personnel, hein, moi, je milite plutôt pour ce que l'on puisse préserver ce qui fait aussi l'essence de nos collectivités locales, la capacité d'investir, et qu'en général, quand les collectivités locales investissent, on dit toujours que 75% d'investissement public en France est réalisé par les collectivités locales et que les retombées sont nombreuses. Et André Léniel le dit de façon très régulière, il dit qu'il y a un risque, c'est que cet appauvrissement ou ces baisses de dotation au niveau des collectivités se traduisent par une dévitalisation d'un certain nombre de territoires qui ne seront plus irrigués par les fonds d'investissement des collectivités. C'est ma position, c'est pourquoi je ne voterai pas la motion que vous proposez. Et on en a débattu hier en Conseil de communauté, donc je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, on la soumet directement aux voix. Pardon. Nicolas. Merci. Juste une explication de vote rapide. Pour les élus écologistes, on s'abstiendra sur cette proposition parce qu'elle nous paraît effectivement très succincte et techniquement un peu contestable dans sa présentation. Par contre, sur le fond, effectivement, autant ça nous paraît normal et supportable que les collectivités fassent des efforts budgétaires parce que c'est possible dans une certaine mesure. Très clairement, à mon avis, l'effort qui est demandé aujourd'hui par l'État avec la baisse des dotations est excessif et va amener beaucoup de collectivités à connaître des difficultés très grandes, effectivement, vous l'avez dit, ou à devoir réduire des services qui sont plus qu'utiles ou nécessaires aux citoyens. Donc là, effectivement, il y a un vrai sujet. Je pense que
le curseur a été mis trop loin et que ça ne sera pas supportable sur les 3 années qui sont prévues. Voilà. Je soumets aux voix. Qui vote donc pour cette... qui s'abstient, donc cette... Qui vote contre, voilà, avec les pouvoirs des uns et des autres. OK. Donc on doit être à peu près dans les mêmes proportions que tout à l'heure, peut-être à un près. Ouais. Plus d'abstention. OK. Monsieur Le Jamtel, vous nous avez fait parvenir une multitude de questions diverses. Donc, je comprends. Non, il y a peut-être des choses qui pourraient être, comment dirais-je, soit être examinées rapidement ou être abordées en commission aussi. Je voudrais simplement vous dire des résultats. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'Équeurdreville, 29 pour, 2 contre, 2 abstentions. Tour-la-Ville, 32 pour, 7 contre. Unanimité à la Glacerie et à Querqueville, 26 pour, 1 contre et 1 abstention. Voilà, donc on peut dire que ce soir, à l'heure où nous parlons, donc la commune nouvelle est constituée, ainsi que les communes déléguées, et on ne pourra que s'en féliciter. J'espère qu'on aura le temps de trinquer tout à l'heure, si le bar est ouvert. Bon, Monsieur Le Jamtel est parti. On va aller rapidement sur les réponses. Ouais. Oui, très rapidement sur les questions diverses. On a eu l'occasion d'en discuter avec Sylvain Chemin lors de la première commission. Il y a un certain nombre de questions extrêmement pointues sur la Mérule, notamment sur la situation des 3 tours, sur lesquelles Frédéric avait déjà eu l'occasion d'apporter des éléments lors d'un précédent conseil, sur le devenir du quartier Charcos-Panel, puisque retenu en tant que quartier prioritaire dans le cadre du programme de rénovation urbaine de la région. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on apporte une réponse, si vous en êtes d'accord, sur un point de méthode, aux questions peut-être les plus pressantes, et sur ces réponses-là, sur ces questions-là qui nécessitent des réponses étayées, que nous vous fassions parvenir une réponse écrite par mail sous 48 heures. Oui, mais comme je te l'ai proposé lors de la première commission. Voilà, et diffusé à tout le monde. On y va ? Voilà. On fait comme ça ? Donc, sur la première question, je crois qu'elle avait été posée par Ralph. Nous l'avions évoqué, Sylvain également, sur le listing des mandats politiques des membres du conseil municipal. On a eu l'occasion d'en discuter entre nous. C'est vrai que la question peut paraître un peu congrue, parce que tous ces mandats-là sont publics, ils sont connus. Moi, pour ma part, je peux vous le dire, je suis maire adjoint et conseiller départemental, c'est une surprise pour personne. Je pense que si mes collègues souhaitent le stipuler également, ils peuvent faire mention des mandats politiques qui sont les leurs. Mais faire parvenir une liste sans savoir quelle est la finalité de ce document-ci, pour tout vous dire, très honnêtement, ça a un peu suscité notre étonnement, quoi. Donc si vous voulez apporter quelques précisions sur cette demande. Vous avez suggéré que les réponses soient apportées sous 48 heures. On peut faire preuve de discernement par rapport à notre fatigue aux uns et aux autres et dire oui. Mais je voudrais quand même faire 2 remarques. Première remarque, ça fait quand même une dizaine de jours que les motions sont présentées. Donc, franchement, le bon argumentaire de M. Bastian, dont je ne partage pas le fond, on aurait pu le recevoir en amont. Mais non, mais c'est pas une attaque personnelle. Non, mais j'entends bien. Mais... L'argumentaire de Mme Gosselin, c'est pareil. Celui de qui est intervenu, les uns et les autres, vous amenez des arguments le jour du Conseil, vous avez eu 10 jours pour le faire, et vous nous reprochez une méthodologie dans laquelle on est trop synthétique, où nos formules sont... Mais non, mais c'est quand même un point de méthode. Très concrètement, il y a un problème de communication politique entre les groupes. Parce qu'entre 2 conseils, il n'y en a pas de communication politique. Donc, quand on pose... Là, les questions diverses, il y a très longtemps qu'on les a posées. Ça fait presque 15 jours que vous les avez reçues. Donc, ouais. On a travaillé aux réponses. Je comprends qu'il y ait eu beaucoup de travail, mais quand je dis en conseil de CUC hier que lors d'une séance du mois de mars, c'est marqué dans le compte-rendu,
Monsieur Le Jamtel, vous aurez la réponse sur le contrat de territoire, c'est marqué dans le compte-rendu, on est au mois de septembre, on n'a pas de courrier. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un problème dans la façon dont vous répondez aux questions qu'on pose. Donc là, on se retrouve dans l'urgence à se dire, bah oui, quand même, on est tous à vouloir pas passer notre vie dans les conseils municipaux, mais à minima, si l'effort était fait en amont, effectivement, il aurait pu faire le travail sur la motion. Donc, c'est quand même moi, je trouve que c'est quand même révélateur du fait que soit on est dans un exécutif, soit on n'y est pas, et les frontières sont étanches. Moi, je suis désolé, mais moi, je plaide pour un dialogue politique un peu plus interactif et un dialogue politique dans lequel il puisse y avoir des allers-retours, des échanges, des coups de téléphone, et on l'avait déjà dit sur plusieurs autres points. Ce qu'aurait permis sur les deux motions, on aurait eu la réponse de votre groupe, de celui d'Europe Écologie Les Verts, on l'aurait soumis au groupe du Cercle du Cotentin. Bref, c'est pas pour se faire, c'est pas pour, comment dire, pour s'auto-justifier, mais faisons un effort les uns les autres qui est un dialogue politique un peu plus, un peu plus constructif et un peu plus régulier, quoi. Bon. Ok. On va pas faire de débat sur le débat, mais bon. Toujours sur la méthode, sur les motions, mais à coup de page, acte de contrition, elle n'a pas été transmise au groupe. Très honnêtement, Ralph, je vais être honnête avec toi, les deux motions n'ont pas été transmises en temps et en heure au groupe. C'est aussi la raison pour laquelle elles n'étaient pas sur la table, ce soir. Mais je tiens à préciser quand même que sur l'ensemble des motions qui ont été déposées jusqu'à maintenant, depuis 1 an et demi que ce nouveau mandat a débuté, et sur l'ensemble des questions diverses, des réponses ont toujours été apportées. Sur celle du contrat de territoire, on peut en discuter ensuite. On n'a pas totalement la main là-dessus, parce que sur le contrat de territoire, bien évidemment, c'est le conseil départemental qui mène cette politique de contractualisation. Sur les questions diverses, tu les as posées, tu nous as transmises il y a 15 jours. Les réponses sont là. Les réponses sont là, nous les avons. Ce que je vous propose simplement, c'est de vous les transmettre par écrit, parce que certaines comportent un certain nombre de lignes, sont très étayées, et il est plus intéressant pour vous, comme je l'avais proposé à Sylvain lors de la première commission, pour notamment les retransmettre auprès des personnes qui vous ont interpellé, d'avoir des éléments par écrit. Mais c'est le débat que nous avons déjà eu lors de la séance du 25 juin sur des questions très techniques, très précises. Surtout, n'hésitez pas à solliciter directement les adjoints concernés pour qu'on puisse vous apporter une réponse extrêmement rapidement et sans attendre la prochaine assemblée municipale. C'est un gain de temps pour tout le monde, tout simplement. Voilà. C'est une petite question de méthodologie et sur l'émotion, mais à coup de pas. Oui, tout à fait. Et il faut signaler aussi qu'on est dans une configuration exceptionnelle parce qu'on est sur un conseil de rentrée qui se déroule donc le 8 septembre, alors qu'habituellement, notre conseil de rentrée est plutôt fin septembre. Nicolas, tu voulais... Oui, juste un mot, parce que vous abordez la question. Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas un oubli, mais il se trouve que dans le passé, on a travaillé ensemble sur des motions et qu'on n'a pas considéré que ça se faisait de façon très loyale. Voilà. Et donc, effectivement, nous avons choisi de voter sur ces motions qui nous paraissaient insatisfaisantes sur certains points et de donner notre avis directement. Okay. On pourra peut-être travailler dans l'avenir différemment, mais voilà, on va tirer les enseignements du passé. Et on revoit nos questions de méthode, donc on apportera donc des réponses écrites sous 48 heures donc, aux questions qui ont été posées, qui sont conformément au règlement intérieur et qui pourront refaire l'objet d'un débat de notre prochain conseil municipal qui aura lieu le jeudi 8 octobre, on est dans un mois jour pour jour. Je vous remercie je crois que le bar est ouvert, donc ça mérite pour ceux qui le souhaitent de trinquer à la commune nouvelle.